Province de Namur, le podcast. Il y a un peu plus de 3 mois, des pluies torrentielles s'abattaient sur nos régions avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. Quel retour du front des inondations les équipes de terrain peuvent-elles faire? Quelles pistes sont aujourd'hui sur la table pour tenter d'améliorer les choses? On en parle de suite avec Nathalie Fonder, bio-ingénieure et coordinatrice de la cellule cours d'eau de la province de Namur. Alors, Nathalie Fonder, on peut le dire, dès le 14 juillet, vos équipes ont été sur le terrain. Oui, et on était déjà sur le terrain avant le 14 juillet, parce que chaque fois qu'on annonce des épisodes pluvieux, il y a toute une série d'endroits qu'on appelle nos points rouges qui sont surveillés, parce que ce sont des endroits où il y a des grilles à l'entrée de ponts ou en dessous de ponts, où on sait qu'il y a des rétrécissements dans lesquels il peut y avoir des amas de branchages qui pourraient faire bouchon. Et donc, avant chaque épisode pluvieux, nos équipes de cantonniers vont faire le tour de tous ces points-là pour être sûr qu'ils soient bien dégagés pour pouvoir absorber les pluies. Et puis après, on y retourne après la pluie. Et donc, effectivement, au 14 juillet, on avait annoncé des grosses pluies. Donc, tous ces points-là avaient été surveillés et étaient en ordre. Et donc, pour vous, voilà, ça pouvait aller, il n'y avait pas de problème. Mais comme toujours, quand on sait qu'on nous annonce de fortes pluies, on est vigilant, on reste vigilant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le système Aqualim du SPW, donc, qui gère les cours d'eau de première catégorie, sur lequel il y a des systèmes d'alerte qui indiquent et qui ont des réponses automatiques sur les GSM pour dire que le niveau d'eau est en train de monter. Donc, ils ont des mesures de débit et qui peuvent nous dire le niveau d'eau est en train de monter. Attention, on arrive dans des seuils de préalerte de crue ou d'alerte de crue. Et donc, le 14, vous recevez aucune alerte et pour vous, tout est OK? À peu près, oui, parce que justement, ce système-là ne nous indique rien. On voit, la météo annonce de fortes pluies, on voit qu'il pleut terriblement, mais nous, nos systèmes d'alerte ne nous envoient rien. Donc on se dit, ça va, c'est quand même pas si terrible que ça. On était au bureau, on avait réunion en matinée, et c'est vrai que le 14, on apprend que ça passe, donc la gestion de crise passe chez le gouverneur, et là on se dit, ça doit quand même être assez important. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir nos cours d'eau quand ils sont en cas de crue pour justement voir comment ils se comportent, où y a-t-il des endroits, quels sont les différents problèmes. Et donc, entre l'équipe, on s'est réparti le territoire provincial. On est chacun parti dans notre direction en disant « toi, tu vas voir tel cours d'eau, toi, tu vas voir tel cours d'eau ». Et en fait, on s'est rendu compte que les systèmes d'alerte n'avaient pas déclenché, tout simplement parce qu'ils avaient été arrachés. Et donc, que les niveaux étaient à des niveaux catastrophique et qu'on se trouvait aux 4 coins de la province dans une situation de jamais vue. On est tous rentrés complètement abasourdis des situations qu'on avait vues. Je veux dire, moi, je me suis trouvé à Houillet de voir le bas de la ville où il y avait 3 mètres d'eau. J'allais voir un cours d'eau qui ne savait même plus rentrer dans la Lesse. Je ne voyais plus mon cours d'eau parce que la Lesse était montée trop haut et la Lesse débordait et remontait dans les cours d'eau. Ça veut dire que, en fait, le cours d'eau remontait et était à l'envers, coulait à l'envers. C'est ce que vous voulez dire, là? Pour la première fois, moi, j'étais sur la Lesse et j'ai 2 autres de mes agents qui l'ont vu sur d'autres endroits. Les cours d'eau principaux montaient tellement fort que ça refluait dans les affluents. Et donc, j'ai vu effectivement des affluents de cours d'eau principaux qui coulaient à l'envers. Donc, l'eau remontait le cours d'eau simplement sous la poussée par refoulement. Et donc, oui, il y avait des cours d'eau qui coulaient à l'envers. Et quand on est face à ça, je veux dire, je suis une ingénieure de terrain, quand on est face à ça, on se rend compte, on se dit, là, il y a vraiment quelque chose de terrible qui est en train de se passer. Parce que il y a le sens de l'eau, il y a le bon écoulement de l'eau. Et là, c'est contre nature quand on observe ce genre de phénomène. Donc là, on se prend conscience de dire, là, il est en train de se passer quelque chose de terrible. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est le gros problème, c'est que quand la crue est là, nous, en tant que gestionnaires de cours d'eau, on ne sait rien faire. C'est le travail des pompiers, c'est le travail des urgentistes, d'évacuer, de mettre les gens en sécurité. Nous, en tant que gestionnaires de cours d'eau, on est tenus de maintenir le bon écoulement. En temps de crue, on ne sait rien faire. On doit attendre que la crue passe. Et c'est à la décrue que là, on va tout dégager, nettoyer tous les bouchons qui se sont faits et rétablir le bon écoulement. Vous vous occupez de tous les cours d'eau? On s'occupe des cours d'eau provinciaux. Donc les cours d'eau sont classés en catégories. Selon un peu la taille, il y a des limites hydrauliques et il y a des limites administratives. Et donc soit les cours d'eau sont classés en 3e catégorie et sont gérés par les communes, soit en 2e catégorie, ils sont gérés par les provinces, en 1re catégorie par le SPW. Et puis il y a les voies navigables. Et donc la province s'occupe des cours d'eau provinciaux ici en province de Namur et nous avons une convention de partenariat avec les communes pour reprendre l'entretien, les petits travaux d'entretien normaux et ordinaires sur les cours d'eau communaux. Votre équipe, elle est composée de combien de personnes? Alors nous sommes 6. Donc nous sommes 4 ingénieurs au bureau avec 2 agents techniques et nous avons une équipe de 8 cantonniers.
Alors, toutes ces équipes-là, elles s'occupent de quelle quantité de cours d'eau? On n'a pas idée, quoi, en fait. On a un linéaire de 1350 km de cours d'eau. De catégorie provinciale. Et il y a en plus 800 km de cours d'eau communaux. Énorme, oui. Et vous avez beaucoup de points rouges? On a beaucoup de points rouges. Il y a une trentaine de points rouges qui sont surveillés à chaque épisode pluvieux. Donc, il y a la catastrophe qui est là. Vous le dites, vous êtes un petit peu impuissant. Il faut attendre que ça descende, en fait. Oui, c'est comme on dit, c'est le comble. Quand on travaille au cours d'eau, c'est d'être débordé. Mais nous avons été débordés. Et donc, ça descend un petit peu. Enfin, et qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Je suppose que les appels, ça vient de partout. Oui, ça vient de partout. Je veux dire, j'ai un service où, en plus de notre travail ordinaire, on fait en général 200 interventions. Donc, ce qu'on appelle les interventions, c'est qu'on est appelé soit par des riverains, soit par des communes. On fait en moyenne 200 interventions par an. Et là, depuis le mois de juillet, on a 250 interventions aujourd'hui, avec la même équipe, avec les mêmes moyens, avec le même nombre de personnes. Ce qui a été terrible pour la gestion provinciale, c'est que en cas d'orage, il y a 1, 2, 3 communes qui nous appellent en disant « venez nous aider à nettoyer » ou il y a du dégagement à faire. Tandis qu'ici, c'est 38 communes qui en même temps nous ont appelés, je veux dire parce que tout le monde était dans la même situation. Parce qu'on leur a rappelé qu'ils pouvaient faire appel à nous. Mais voilà, on a 38 communes qui nous appellent, on ne sait pas répondre partout. Les communes ont fait un travail formidable dans toutes les communes. Toutes les communes ont été sur le pied de guerre immédiatement. Il y a des ouvriers communaux qui ont travaillé 24 heures sur 24 pour justement aider la population. Mais malgré ça, ils venaient demander le renfort de la province. Et le renfort de la province, on ne sait pas être en 38 communes en même temps avec les mêmes équipes et les mêmes moyens. Et donc, dans ces cas-là, on fait le tri? Oui, c'est terrible à dire, mais oui, dans un premier temps, on gère les priorités. Et donc, les priorités, les urgences pour nous, c'était s'il y a un endroit, il se remettait à pleuvoir, un rez-de-chaussée habitable était à nouveau inondé. C'est parfois difficile à entendre pour un riverain que son jardin ou que la cave puisse continuer à être inondée, mais on devait passer et on devait s'arranger. Enfin, notre priorité, c'était que les rez-de-chaussée habitables ne soient plus inondés. Et donc là, oui, c'est gérer les priorités, c'est gérer les urgences. Alors, ces urgences, elles étaient de nature différente selon l'endroit où on se trouvait finalement. Ah oui, chaque fois, chaque cas est différent, chaque cours d'eau est différent et chaque cas est différent parce qu'on peut très bien avoir eu un débordement parce qu'il y a eu un bouchon ou parce qu'on est sur un cours d'eau canalisé et que l'eau ne sait plus s'écouler en surface. On a du ruissellement. Ici, le problème qu'il y a eu, c'est que évidemment, tout arrive toujours au point bas et qui est le cours d'eau et qui finit par déborder. Mais avec les pluies torrentielles qu'on a eues, il y a eu énormément de ruissellement de voirie. C'est pas du débordement de cours d'eau, c'est du ruissellement de voirie qui arrive et qui fait une lame d'eau. Vous savez, il est tombé entre 8 et 10 cm d'eau, je veux dire, sur 2-3 jours et parfois sur 45 minutes. Donc, vous mettez 10 cm d'eau sur une voirie qui dévale en pente. S'il y a un jardin ou s'il y a un garage qui est en contrebas dans le tournant que la rue tourne, l'eau, elle ne tourne pas, elle fait un tout droit. Et c'est chez les riverains. Donc on a eu du ruissellement de voirie, il y a eu du ruissellement agricole, même chose, l'eau se met à dévaler les champs, les prairies, et donc arrive sur les voiries, arrive dans les jardins, arrive dans les maisons. Et puis il y a eu énormément aussi de refoulement d'égouts, parce que toutes les eaux pluviales qui tombent sur les toitures, elles remplissent les citernes à eau de pluie quand il y en a, mais quand les citernes sont pleines, le trop-plein va à l'égout, et l'égout n'est pas dimensionné pour absorber une telle quantité d'eau pluviale en un coup, donc il a un bypass vers le cours d'eau. Donc tout arrive toujours vers le point bas, mais j'ai envie de dire, donc le cours d'eau, il déborde, c'est le dernier à recevoir tout, et donc c'est là que finalement tout déborde. Mais il y a énormément d'inondations qui se sont passées sur le cheminement avant d'arriver au cours d'eau, par des coulées de boue qui venaient d'origine agricole, par des ruissellements de voirie ou par des refoulements d'égouts. On a parfois des refoulements d'égouts qui sont à 15 mètres du cours d'eau, qui n'ont pas de connexion directe avec le cours d'eau. Il y a eu des rues ici sur Namur qui se sont fait inonder par refoulement d'égouts, où on a eu aussi sur Vedrin une station qui devait refouler les égouts, donc une station de pompage qui réenvoyait les eaux usées vers une station par pompage. Elle a été inondée, elle s'est déconnectée, et donc toutes ces eaux ne savaient plus s'évacuer, sont remontées dans les égouts et ont notamment inondé le village de Vedrin en partie. Vous êtes en train de dire que finalement c'est l'urbanisation ou au contraire la pratique agricole qui font qu'on a des catastrophes comme ça? C'est une combinaison des différents événements. Quand on est face à une telle ampleur, à des pluies d'une telle intensité, c'est une combinaison de tous ces événements. Donc oui, il y a des responsabilités de gestion de cours d'eau, il y a des responsabilités agricoles,
agricole, il y a des responsabilités d'urbanisme, il y a des responsabilités de voirie et il y a des responsabilités individuelles des riverains eux-mêmes. Parce que quand normalement, par exemple, on ne peut rien stocker en crête de berge, au-delà de la crête de berge, à moins de 6 mètres des cours d'eau, mettre ses tontes de pelouse, mettre un poulailler, mettre une palette en crête de berge, dès qu'il y a un gros coup d'eau et qu'elle se trouve emportée, elle va nécessairement boucher quelque chose plus loin. Et donc avec tous ces éléments qu'on a connus au niveau urbanisation, au niveau de la vie tout simplement aujourd'hui, c'est normal que les cours d'eau débordent en fait. Mais oui, malheureusement, on a un peu oublié et on apprend tous à l'école qu'un cours d'eau coule en temps normal dans son lit mineur et en cas de crue s'étale dans son lit majeur. Malheureusement, l'humain, s'est majoritairement installé dans les lits majeurs des cours d'eau. Et rien que pour ça, ici on est sur Namur, on vient d'avoir les fêtes de Wallonie, on est très fiers du folklore namurois qui sont les échasseurs namurois. C'est quoi les échasseurs namurois? Les échasseurs namurois, c'était le bas de la ville de Namur qui était régulièrement les pieds dans l'eau. Les riches s'achetaient des barques, les pauvres étaient sur des échasses. Et c'était bagarre de quartier et règlement de compte et les gamins qui savaient plus jouer au foot qui se battaient aux échasses. C'est de là que viennent le combat des échasseurs namurois. Je pense qu'on a tendance à oublier que Namur, il y a eu des grands aménagements hydrauliques pour faire que le bas de la ville ne soit plus sous eau chaque année, mais elle était sous eau anciennement et historiquement. Et donc, c'est un peu malheureusement le même cas dans énormément de villages, en énormément d'endroits. On achète, il y a eu des moulins par exemple, et puis on achète un moulin, c'est très bucolique, mais c'est vrai que quand on installe le living dans la salle du moulin, c'était conçu pour avoir de l'eau. Donc c'est normal qu'on ait de l'eau. C'est un peu comme quand on habite à la rue des Trois Sources ou la rue de la Fontaine. Je veux dire, quand on habite rue de la Gare, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a le train. Donc c'est un peu ça, voilà. Alors en termes de gestion des cours d'eau, on a eu tendance à, on va dire, placer les cours d'eau sous terre, quoi, en fait. Par le passé, les cours d'eau recevaient les eaux usées des riverains. Quand on était dans des petits villages, ça suffisait. Mais avec l'urbanisation, de plus en plus de maisons ont pu rejeter leurs eaux usées et les cours d'eau sont devenus des égouts à ciel ouvert. Donc on les a canalisés. Depuis, on a fait le réseau d'égouttage et donc les eaux usées sont généralement et de plus en plus séparées du cours d'eau. Mais il se fait que les cours d'eau sont restés canalisés. Et donc on a oublié qu'on avait un cours d'eau là, ou en tout cas, le problème c'est que quand on a ici un ruissellement de voirie ou un ruissellement agricole, l'eau ne sait plus retourner au cours d'eau, puisqu'il n'y a plus de chenal en surface, il n'y a plus de chenal d'écoulement en surface, l'eau est souterraine et ne sait plus y retourner. Ça a été le problème du Frisé, de l'Arquet, qui ont dévalé sur le bas de Namur, notamment sur Bommel. Et c'est un petit peu aussi la situation qu'on a connue à Dinan ? C'est la même chose, effectivement. Donc le ravin de Fauqueux, en tout cas sur la route de Philippeville, le ravin de Fauqueux est canalisé. Et là, il y a eu du ruissellement de voirie, du ruissellement agricole. Et toutes ces eaux-là ne savaient pas retourner au cours d'eau puisqu'il est canalisé. Je veux dire, vu l'intensité, il aurait quand même débordé. Mais ici, tout a été intercepté par la voirie, et en sachant que quand l'eau va sur une voirie, les routes sont lisses, puisqu'on aime bien d'avoir des belles routes bien lisses, bien plates, sur lesquelles on peut rouler vite sans trop de choc. Donc ces routes sont lisses, et ça veut dire qu'il n'y a pas de rugosité, donc l'eau n'est pas freinée. Donc elle s'accélère, elle apprend une énergie, et donc c'est ça qui fait qu'elle a une telle force. Et elle déboule elle arrache tout sur son passage et elle arrive en générant des problèmes catastrophiques sur le bas. D'ailleurs, la route de Philippeville, quand on arrive sur le bas de Dinan, tourne légèrement à droite, mais l'eau, elle a fait un tout droit et c'est comme ça qu'elle est arrivée au passage à niveau en bas du ravin, ce que nous on appelle le ravin de Fauqueux, la route de Philippeville, oui. Alors, vous l'avez dit, c'était quelque chose du jamais vu, de complètement exceptionnel, mais est-ce que quelque part, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, qui pourrait encore se produire ? Malheureusement, oui. Les historiens ont retrouvé des traces d'une inondation semblable en 1847, je pense, où on a retrouvé des photos. Et là, quelque part, ça devait même être encore pire, parce qu'aujourd'hui, justement, on accuse un peu l'urbanisation, le ruissellement agricole. Or, à l'époque, les parcelles étaient très petites, elles n'étaient pas remembrées, il y avait des haies qui freinaient, il y avait beaucoup plus de prairies ou de forêts qui absorbaient. Il n'y avait pas non plus toute la voirie et tout le développement automobile qu'on a aujourd'hui. Et dans les photos qu'on retrouve, le développement des inondations en Meuse, c'était encore à un niveau supérieur à ce qu'on a connu aujourd'hui. Donc ça veut dire que quand même nos aménagements, les grands aménagements hydrauliques qu'on fait ont quand même porté leurs effets. Pour rappel, les cours d'eau navigables n'ont pas débordé, sauf sur Liège. Mais ici, en tout cas en province de Namur, nos cours d'eau navigables n'ont pas débordé. Ils ont été à des niveaux très hauts. Donc ça veut dire que oui, ces phénomènes se sont déjà passés. On considère que c'est une période de retour de plus ou moins 200 ans. Donc ça veut dire que, pour le dire autrement, ça veut dire que chaque année, on a une chance sur 200 que ça se produise.
Mais rassurez-nous, ça ne va pas se reproduire l'année prochaine quand même. On a une chance sur 200 que ça se produise. Normalement, non. Maintenant, on sait qu'avec les dérèglements climatiques, il est possible que cette fréquence-là, au lieu que ce soit une chance sur 200, ce soit une chance sur 100 chaque année. Mais normalement, je veux dire, ici, il y a eu une combinaison de différents événements, parce qu'il y a eu les pluies torrentielles, mais il faut savoir que depuis le mois de mai, il pleut, depuis le mois de mars, il pleut. Donc, on a eu des sols complètement saturés. On a eu un mois de juin terriblement pluvieux qui justement, totalise déjà des quantités de pluie comme exceptionnelles. Et donc, il y a eu une accumulation les cours d'eau étaient saturés, les sols étaient saturés en plein hiver. Ils avaient, tous les sols agricoles étaient déjà gorgés d'eau. Ce qui fait que quand, en plus, on remet une pluviométrie démesurée, tous les sols ne savaient plus absorber. Et ça a été ça, en grande partie, le fait, la combinaison de tous ces événements qui font que ça a pris une telle ampleur catastrophique. Est-ce qu'aujourd'hui, vos équipes travaillent encore sur les conséquences des inondations ? Ah oui, là, complètement. On est toujours la tête dans le guidon. On croit chaque fois que ça va s'arrêter, mais ça s'arrête pas encore. Parce que voilà, on a géré, comme je disais, les urgences, mais après, maintenant, il y a toutes les demandes qui continuent à affluer. Quand l'eau s'est retirée, voilà, on constate les dégâts et il y a beaucoup de choses à aller réparer, à aller améliorer. Il y a des arbres qui sont affaissés, il y a des murs qui sont tombés, il y a des ponts qui sont effondrés. Et donc, tout ce genre de choses doivent être dégagées, doivent être construits, doivent être réaménagés. Ou en tout cas, il y a aussi des endroits où, justement, pour que ça ne se reproduise pas, des améliorations à faire. Parce que, voilà, on gère les cours d'eau, mais tout est perfectible, évidemment. Alors là, pour le moment, en fait, votre travail, c'est de permettre l'écoulement normal du cours d'eau aujourd'hui et demain. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qu'on fait, oui. Et en même temps, on étudie des dossiers pour, justement, mettre des mesures à certains endroits pour retenir les eaux, pour améliorer l'écoulement, pour éviter qu'il y ait une telle quantité d'eau qui puisse arriver à tel endroit. Donc, de faire des zones d'immersion temporaire, de faire des... C'est-à-dire C'est-à-dire de prendre une zone, quelque part, qui soit agricole ou forestière, en accord avec le propriétaire, évidemment, de ces parcelles, et de faire une zone où, simplement, en mettant une digue, une diguette, donc de faire un talus en terre dans le coin de la parcelle, puisse retenir l'eau si elle arrivait en trop grande quantité, et avec ce qu'on appelle un émissaire, un débit de fuite, donc avec simplement un tuyau qui permette que la quantité d'eau qui sort de cette zone soit la quantité d'eau qui soit absorbable par le réseau d'égout ou par le cours d'eau qui est juste en dessous. Et donc ce serait une zone qui est sous eau 24 heures, une fois tous les 20 ans par exemple, et donc de dire, voilà, c'est là que toute la négociation avec les parcelles agricoles, les parcelles forestières, de dire qu'il y a une perte agricole, mais voilà, c'est une fois tous les 20 ans, il y a différents mécanismes qui existent et qui sont mis en place justement pour permettre ce genre de choses. Alors ce type de mesure n'est pas possible partout quand même. Ce n'est pas possible partout, et d'abord, là on sort de mes prérogatives en tant que gestionnaire de cours d'eau. Là, il y a la cellule Gisère au SPW qui s'occupe justement du ruissellement en zone agricole. Et donc il y a différents services qui sont en charge. Il y a la régie des routes, mais qui s'occupe de faire des bassins d'orage, par exemple pour toutes les eaux des autoroutes qui ont été quand même fortement mises en cause également, puisque voilà, quand on a une telle quantité d'eau qui tombe sur l'autoroute, c'est vrai qu'il faut que les bassins d'orage suivent, et c'est vrai que les bassins d'orage ne sont jamais dimensionnés justement pour des pluies d'une telle ampleur. Et donc c'est ce qu'on a eu aussi. Tous les bassins d'orage ont enclenché ce qu'on appelle leur surverse, donc c'est-à-dire leur trop-plein, parce qu'ils étaient remplis, et donc s'ils continuaient à se remplir, ils auraient pu lâcher. Donc ils sont équipés d'un trop-plein, et tous les bassins d'orage, en tout cas en province de Namur, ont déclenché leur trop-plein, ce qui a parfois généré des mouvements de panique chez les riverains, parce que n'ayant jamais vu ces trop-pleins se mettre en route, ils croyaient que les bassins d'orage étaient en train de lâcher, alors que non, ils n'étaient pas en train de lâcher, c'était simplement le trop-plein qui remplissait son office, et qui générait évidemment une quantité d'eau supplémentaire qui arrivait dans le cours d'eau. Alors, vous l'avez dit, en province de Namur, il y a énormément de cours d'eau qui ont été placés sous terre, canalisés, bétonnés. Une des solutions, c'est aussi de faire sauter ça ? Oui, en grande partie, la meilleure des choses, un cours d'eau canalisé, c'est de le remettre à ciel ouvert. Mais il y a énormément d'endroits où ce n'est plus possible, parce qu'on a construit, il y a des maisons au-dessus, il y a des routes au-dessus, donc on ne sait plus remettre à ciel ouvert partout. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de remettre un maximum à ciel ouvert, ou en tout cas, de pouvoir recréer ce qu'on appelle un chenal de crue ou un chenal d'écoulement, donc de recréer en surface un fossé d'écoulement où on puisse diriger les eaux si elles devaient arriver, pour qu'elles ne s'éparpillent plus partout sur la voirie, dans les jardins, dans les garages, de dire on fait un chenal d'écoulement, on rétablit un chenal et on décide que c'est là que si de l'eau doit couler, elle doit couler là. Mais en sachant qu'on n'a pas toujours on n'a jamais le choix, l'eau elle coule toujours vers le point bas.
Reparlons de l'exemple qu'on prenait tout à l'heure. On parlait de Dinan, on parlait de Namur. Qu'est-ce qu'on va envisager là-bas? On est toujours en train de débroussailler tous les sites, mais on étudie le bassin versant dans son ensemble, en combinaison avec... et on se met tous autour de la table. C'est la belle leçon, en tout cas, de ces phénomènes, c'est qu'aujourd'hui, tous des services qui étaient fort cloisonnés, aujourd'hui collaborent et travaillent ensemble. Je parle, par exemple, pour le bassin du Frisé de l'Arquet, ici sur Namur, et même chose sur Dinan. On se concerte entre l'INASEP, donc l'INASEP qui gère les égouts, le service voirie de la ville de Namur ou de la ville de Dinan, le service cours d'eau provincial et communaux. Et donc, on travaille la cellule Gisère et les contacts dans le monde agricole pour justement que chacun qu'on ne prenne plus chacun des mesures séparément, mais qu'on ait une vision d'ensemble et qu'on étudie quelque part le bassin versant dans son ensemble et dans sa globalité, pour que chacun puisse prendre des petites mesures, on va dire des mesures ici et là, mais qui, petites mesures, grands effets, quand elles se combinent, finissent par réellement avoir un impact. Je parle par exemple sur une voirie, on peut simplement faire un bombement en voirie, permet de ne plus avoir justement l'eau qui s'engouffre dans un garage, mais de garder l'eau sur la voirie. Et de la voirie, de la rediriger vers un chenal de surface que le service cours d'eau pourrait faire. Donc voilà, là c'est une collaboration voirie-cours d'eau. Même chose, l'INASEP, quand il y a des refoulements d'égouts, de voir comment mettre des clapets anti-retour pour éviter d'avoir des retours. Enfin, il y a différentes solutions techniques qui existent, il y a toujours des solutions techniques qui existent, malheureusement parfois elles coûtent très cher, mais il y a toujours des solutions techniques et aujourd'hui on se met tous ensemble autour de la table pour étudier, je veux dire, un phénomène, un cours d'eau dans son ensemble et plus simplement à l'échelle de chaque parcelle, de chaque riverain. Le travail de la cellule provinciale des cours d'eau pour le moment, donc, c'est se réunir, participer à ces réunions pour trouver ces solutions? En partie, pour l'instant on est plus dans centraliser toutes les données qu'on a, chacun, et que chacun les analyse de son côté, avec son regard, ses compétences et ses moyens, pour pouvoir justement revenir se mettre ensemble et proposer, de dire moi je pourrais essayer d'étudier ça là, moi je pourrais essayer de mettre ça là, moi je pourrais essayer de faire ça là. Donc la voirie de dire je pourrais agrandir le bassin d'orage là-bas, moi je pourrais faire une zone d'immersion temporaire là-bas, moi je pourrais utiliser cette parcelle-là pour faire un nouveau bassin d'orage, moi je pourrais au niveau de la voirie faire un bombement ou en tout cas faire une récupération, ne fût-ce qu'au niveau des arbres qui sont plantés, faire des récupérations, souvent ils sont plantés, ils sont au-dessus, mais on pourrait les faire en dessous, que chaque fois un arbre ce soit un réceptacle pour retenir de l'eau qui ruisselle de trottoir. Enfin, voilà, que chacun on puisse venir se dire que peut-on faire, chacun à notre échelle, chacun avec nos moyens, pour que globalement la situation s'améliore. Ça veut dire que vous ne quittez pas le terrain, que vous retournez sur le terrain pour revoir vos points rouges et peut-être voir s'il n'y en a pas d'autres. Ah, absolument, absolument. Je veux dire, on a découvert peu de nouveaux points rouges, fort heureusement. Ceux qui ont été générés, c'est parce que justement, il y a eu d'énormes bouchons. Vu la quantité d'eau qui a afflué, il y a des tas de choses qui se sont fait emporter et qui ont été générés des bouchons à des endroits où on ne les attendait pas. Mais globalement, je veux dire, les points rouges et les endroits sur lesquels il y a des améliorations à faire sont connus. Il y a des cartes qui existent avec les cartes d'aléas inondation. Et si on regarde, tous les endroits qui ont été inondés, c'est effectivement les endroits qui sont repris sur les cartes. Eh bien, bon travail. Et puis, on croise les doigts pour tout le monde pour ne plus revivre ça. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.